Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment je fais pour maintenir mes factures au niveau le plus bas possible pour que ça empiète le moins possible sur mon budget et de manière générale, comment j'ai réussi pour le moment à dépenser moins de 900 € par mois en 2024 en sachant que j'ai un mode de vie qui est tout à fait satisfaisant pour moi, en tout cas qui me convient très bien, que je rembourse un emprunt immobilier et que vraiment je n'ai pas la sensation de me priver de quoi que ce soit, et donc on va aborder tout ça dans cette vidéo. Le premier point, c'est que l'on agit sur notre consommation d'énergie au quotidien. Ça va déjà passer par le fait qu'on ne chauffe pas chez nous l'hiver, ça j'ai plein de vidéos sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Je reçois pas mal de questions sur le sujet. Je referai probablement une autre vidéo prochainement sur le sujet pour répondre aux questions auxquelles j'ai pas encore répondu ou pour amener de nouvelles pistes que j'ai pu mettre en place cet hiver par exemple. Et il y a aussi le fait que l'on ne met pas la clim chez nous l'été. Ce sont déjà deux points qui font une énorme différence, qui bien sûr ne sont pas faisables partout, mais en tout cas le fait de jouer sur sa consommation d'énergie, de la manière dont on le peut, parce que ça dépend de la manière dont on vit, de là où on vit, de notre type de logement, etc. Mais d'essayer d'agir sur plein de petits points, ça fait vraiment la différence. On va agir aussi par exemple sur nos modes de cuisson. Dès qu'on allume le four, vu que le four c'est quand même un objet qui consomme pas mal, on va essayer de rentabiliser cette utilisation et de ne pas faire cuire qu'une seule chose, mais par exemple de faire l'intégralité du dîner avec. Dernièrement par exemple j'ai fait rôtir des aubergines, j'en ai profité pour faire griller des pommes de terre, du seitan, du chou pak choy, et comme ça permettait qu'on ait l'intégralité de notre dîner fait avec le four et sans avoir besoin d'utiliser la plaque de cuisson en plus. Ce qui en plus de ça nous permet, quand on est en pleine canicule, comme c'était le cas il y a quelques jours, là ça s'est bien calmé, mais ça nous permet de ne pas trop réchauffer l'appartement, ou en tout cas de ne pas le réchauffer pour rien, et ça va aussi, en fait c'est une espèce de boucle vertueuse, avec le fait que derrière on n'utilise pas la clim, on fait attention sur plein de petits points qui viennent se compléter les uns les autres. On a allumé une seule fois la clim de tout l'été, on avait de la fièvre, on avait le Covid, et c'était en pleine canicule, il faisait vraiment chaud dans l'appartement, donc vu qu'on a une clim dans l'appartement que l'on n'utilise jamais, ni comme clim, ni comme chauffage, elle est ici, justement, au-dessus de moi. Là on l'a allumée pour voir, puis ça nous permet aussi de voir si elle marchait. On l'a allumée quelques heures seulement, vraiment c'était les heures où on en avait besoin parce qu'on avait vraiment une immense fièvre et qu'il faisait très très chaud. Et le lendemain j'ai pu voir sur notre consommation qu'on avait consommé 1 € de plus que d'habitude. Ça peut paraître comme pas grand chose, mais la clim on l'a pas allumée toute la journée. On l'a allumée quelque chose comme je sais pas 3 heures, 4 heures dans l'après-midi. Et malgré tout, ça nous a fait une hausse de consommation de 1 €, ce qui représente sur un mois 30 € de plus, par exemple, si on l'utilisait tous les jours quelques heures pendant l'été. Et si pareil l'hiver on allumait notre chauffage, parce que nous on a la possibilité de pas l'allumer donc on le fait pas, ça nous fait forcément de grosses économies. Ce sont des petits gestes comme ça qui vont avoir l'air de pas coûter grand chose, qui finalement sur une année vont coûter 300 € de plus, 400 € de plus, parfois 1000 € de plus selon ce que ça va coûter en plus chaque jour. On consomme actuellement pour 46 € d'électricité par mois en moyenne. Été comme hiver, on n'a pas une grosse différence de consommation entre les deux, puisque généralement l'été notre frigo va plus consommer parce que il faut qu'il maintienne les aliments au frais, et l'hiver on va avoir tendance à plus utiliser les ampoules, à passer plus de temps à l'intérieur, ce qui fait que globalement on a tendance à utiliser plus d'énergie. Mais vu que nous n'avons pas les variables chauffage et clim, ça fait que notre consommation est assez stable sur l'année. Les seules augmentations que l'on voit, c'est lorsqu'il y a des augmentations du tarif de l'électricité, où du coup on voit que d'un coup notre palier augmente pour une consommation identique, mais 46 € par mois, ça veut dire qu'on paye 23 € chacun. C'est vraiment minime dans notre budget, et si on augmentait ne serait-ce que de 30 € par mois parce que pendant l'été on décidait d'allumer un peu la clim, mais qu'après sur d'autres points on décidait de faire moins attention aussi, qu'on chauffait l'hiver, etc., on pourrait largement doubler, tripler ce budget, et ça représenterait plus cette minuscule part dans notre budget, ça représenterait une part beaucoup plus importante. Le deuxième point, c'est de ne pas forcément prendre des abonnements à tout va. Par exemple, pour les transports en commun, donc nous on n'a pas de voiture, on fait la majorité de nos déplacements soit en transport en commun, soit à pied, soit en vélo électrique, et en fait l'abonnement de transport en commun marseillais, qui permet de couvrir tout Marseille, coûte 40 € par mois, en sachant que je crois que si on paye uniquement mois par mois, c'est 48 € même, et en fait il faudrait que je prenne au moins 28 trajets par mois pour que ce soit rentable, et actuellement je n'en prends qu'une dizaine, donc c'est pas intéressant pour moi de prendre cet abonnement, même si parfois on peut avoir l'impression que lorsqu'on prend un abonnement on va le rentabiliser, ou alors on fait en sorte d'avoir l'impression de le rentabiliser. Parfois prendre les transports en commun alors qu'on aurait pu y aller à pied, parfois prendre les transports en commun plutôt que d'y aller en vélo électrique. Mais par contre pour le vélo électrique par exemple, j'ai un abonnement qui me coûte 6 € par mois, et en fait ça il est rentabilisé à partir de 6 trajets par mois. Je le fais pas forcément tous les mois, il y a des moments en hiver où
je le prends un peu moins parce que soit il y a du vent, soit il fait vraiment froid, soit il fait nuit plus tôt et je suis pas forcément à l'aise d'être en vélo électrique ou ce genre de choses. Mais l'été, je vais beaucoup l'utiliser, ce qui fait que ça me permet de payer moins de tickets. Du coup, je vais choisir mes abonnements en fonction de ce qui va vraiment me servir. Si je payais à l'unité mes trajets en vélo électrique, sachant que ça coûte 1 € pour une demi-heure, généralement les trajets font moins d'une demi-heure, ça me reviendrait plus cher à l'année que les 72 € que je paye actuellement. Alors que pour les transports en commun, je ne consomme pas pour 480 € de tickets à l'année, donc ce n'est pas intéressant. Ça doit faire à peu près 4 ans que je prends plus l'abonnement de transport en commun. Au début, je l'avais pris et en fait, souvent, j'avais tendance à prendre les transports pour des choses que je peux faire à pied, comme par exemple 2 stations de métro. Aujourd'hui, ça va me pousser à les faire à pied et vous le savez, j'ai des vidéos sur le sujet, j'essaye de faire 10 000 pas par jour. Et en fait, quand on essaye de faire des pas au quotidien, des fois, justement, ça paraît plutôt comme une opportunité que comme une contrainte parce qu'on se dit que par exemple 2 stations de métro, c'est 20 minutes à pied. Finalement, c'est à peu près 2500, 3000 pas, donc ça nous fait avancer dans notre objectif de la journée. Mais en revanche, dans certaines situations, les abonnements peuvent être très intéressants pour vous et parfois on peut avoir tendance à procrastiner le fait de prendre un abonnement, ce qui nous fait perdre pas mal d'argent entre temps. Et notamment si vous êtes salarié et que vous avez le remboursement de l'employeur dessus, ça peut vraiment être rentable. Ça peut aussi vous pousser à moins prendre votre voiture si par exemple vous avez les deux options. Alors je sais que tout le monde vit dans des conditions différentes, parfois on habite super loin des transports en commun, enfin il y a des villes, des campagnes qui sont très mal desservies. J'en sais quelque chose, j'ai grandi dans un endroit où les transports en commun c'était très compliqué. Mais en tout cas ici à Marseille par exemple, pour mon conjoint, son abonnement de transport en commun lui revient à 20 € par mois parce que son employeur prend en charge 40 € et lui il a un abonnement qui couvre plus de zones et donc c'est vraiment intéressant pour lui parce qu'il y a plusieurs fois par semaine où il doit travailler à l'autre bout de la ville, donc c'était plus rentable pour lui d'avoir l'abonnement. Mais c'est bien de faire le calcul sur ça et de voir si c'est intéressant pour nous, si c'est quelque chose avec un engagement, voir si c'est intéressant pour nous sur la durée, parce que parfois ça peut être intéressant à un instant T mais pas toute l'année non plus. C'est toujours intéressant de regarder, de comparer, de toute façon dès qu'on s'intéresse à son budget, souvent c'est une bonne manière d'économiser de l'argent sur des postes auxquels on ne pensait même pas. Pour le troisième point, nous allons parler des charges incompressibles. Souvent on a l'impression qu'on ne peut pas du tout agir dessus, alors que c'est vrai qu'on ne peut pas forcément les diminuer, par exemple la taxe foncière ou les charges de copro, on ne peut pas aller négocier pour payer moins. On peut parfois essayer de les éviter en amont ou de les prendre en compte lorsque l'on va prendre une décision. À chaque fois que l'on a acheté un logement avec Didier, en plus du prix au mètre carré, de l'emplacement, etc., on allait regarder le prix de la taxe foncière, mais surtout le prix des charges de copropriété. Parce que ça peut vraiment être très variable d'un logement à un autre. Ça peut faire une grosse différence sur le ressenti et autant finalement le prix auquel on paye un logement, généralement on a tendance à le récupérer à la revente, voire avec une plus-value. Ça permet en proportion de pouvoir louer le bien plus ou moins cher selon le prix auquel on l'a payé. Mais par contre les charges de copro on les récupère pas vraiment en fait. Si on a des charges de copro qui sont anormalement élevées pour le type de logement qu'on a, on pourra pas forcément justifier d'un loyer plus élevé à des locataires et ça pourra aussi freiner à la revente d'autres personnes pour acheter notre bien. Donc vraiment regardez bien sur ces critères là parce que parfois quand on devient propriétaire on va comparer le loyer qu'on paye actuellement comparer avec ce qu'on payerait en mensualité de crédit et se dire ah bah là je suis quand même gagnant parce que je vais payer moins par mois et en plus je deviens propriétaire à la fin, le bien m'appartient, ce qui est vrai, mais il faut pas non plus se mettre en difficulté et il faut bien compter toutes ces charges que l'on n'a pas quand on est locataire et qu'on a quand on est propriétaire qui sont en plus du crédit immobilier et faire attention à ne pas se mettre en difficulté, vraiment c'est très important. Le quatrième point, on va encore parler des abonnements mais cette fois on va parler des abonnements un petit peu superflus qui peuvent avoir tendance à plomber le budget. Je pense par exemple aux abonnements Uber Eats, aux abonnements de plateformes de streaming, aux abonnements de chaînes payantes, de sport, etc., aux abonnements de salles de cinéma, aux abonnements de salles de sport. Et ce que je dis là, c'est pas que tous ces abonnements sont superflus, mais c'est qu'ils peuvent être superflus selon notre profil. Parfois, on va totalement les rentabiliser. Par exemple, si on paye un abonnement pour une salle de sport et qu'on y va très régulièrement, que c'est important pour notre santé physique et mentale, ce n'est pas superflu, c'est une dépense tout à fait justifiée. Pareil pour, je sais pas, l'abonnement cinéma, si on est passionné de cinéma, qu'on y va régulièrement, c'est justifié. Mais parfois, ça peut ne pas forcément l'être. Parfois, par exemple, pour un abonnement cinéma, je dis n'importe quoi, à 30 € par mois, ça va quand même nous faire dépenser 360 € par an en cinéma. Est-ce que actuellement on consomme pour autant ou est-ce qu'on a envie de consommer pour autant? Parce que parfois on va visualiser sur un mois où il y a plein de films qui nous intéressent, on se dit ah mais là si j'avais eu l'abonnement ça m'aurait quand même coûté bien moins cher que de payer à chaque fois ma place. Mais est-ce qu'il y a des films toute l'année qui nous intéressent? Est-ce que parfois ça ne nous pousse pas à consommer plus parce qu'on a l'abonnement et que du coup on se dit bon bah vu que je paye pas ma place c'est gratuit, alors que c'est pas gratuit, on le paye dans notre abonnement, mais on a l'impression que la séance est gratuite parce que c'est le cas, on peut aller à autant de séances que l'on veut et ne pas payer sa place, mais des fois on va avoir tendance du coup à consommer du popcorn, des boissons en se disant bah vu que c'est gratuit, j'en profite. C'est pareil pour les abonnements à des plateformes de streaming, c'est pas forcément superflu, des fois juste avoir un abonnement pour le foyer ça peut être très intéressant.
Ça permet de regarder des films, des séries, de profiter de bons moments et c'est pas quelque chose qui représente une part énorme du budget en général. C'est plus quand ça s'accumule et qu'en parallèle on ne profite finalement pas de tout, mais que ces charges commencent à prendre une grosse place dans notre budget et qu'en fait ça nous empiète sur ce qu'on aimerait épargner, ça nous oblige parfois à travailler plus, à gagner plus et à parfois profiter moins finalement et avoir moins de temps pour profiter de tout ça. Si vous regardez mon budget pour l'année 2024, que je vous mets par ici, vous pourrez voir que dedans je n'ai pas beaucoup de dépenses comme ça qui prennent une grosse place et qui reviennent tous les mois. J'ai quand même fait en sorte de garder très bas tout ce qui était abonnement. Le cinquième point, c'est de comparer les assurances habitation. Parce qu'il y a vraiment de grosses différences de prix parfois pour les mêmes services, les mêmes remboursements, les mêmes assurances tout simplement. Et par exemple, lorsque l'on a fait le crédit immobilier pour acheter notre appartement, on devait prendre l'assurance dans la banque qui nous a fait crédit et l'assurance revenait à 43 € par mois. On trouvait ça quand même assez cher. La première année, on avait une remise dessus. Donc du coup, on l'a gardé, on n'a pas tellement fait attention à ça, on s'est dit qu'on s'y intéresserait pour la deuxième année, c'est ce que l'on a fait. Et la deuxième année, on a changé, on a trouvé une assurance avec les mêmes garanties et même avec une franchise plus intéressante, mais à 26 € par mois. Ça nous fait une économie d'environ 200 € à l'année, juste pour avoir pris quelques heures de notre temps. Et on l'a pris une fois ce temps, et c'est valable pour les années qui vont venir en fait. On a 200 € d'économiser. Ça veut dire que sur 5 ans, on aura économisé 1000 € parce qu'à un moment, on aura pris une heure pour comparer, pour appeler un assureur, pour remplir un nouveau contrat, etc. Et c'est tout. Et en fait, ça peut paraître pas si énorme que ça, mais c'est sur plein de petits points comme ça qu'on voit les accumulations et que parfois, quand je regarde les différents budgets que je vais recevoir pour ma rubrique budget d'abonnés, je vais voir qu'il y a des différences énormes de budget et de ce que les gens se retrouvent à payer par mois en accumulation en fait de différents postes de dépenses où il y en a qui ont fait le choix ou qui ont eu la possibilité d'avoir plein de dépenses bien plus réduites. Et ça fait que parfois pour les mêmes garanties ou plus ou moins les mêmes prestations, il y a des gens qui vont se retrouver à prendre une plus grosse part de leur budget que d'autres et parfois c'est cette part de budget qui aurait pu leur permettre d'épargner et qui actuellement ne leur permet pas d'épargner. Pour le sixième point, nous allons parler du budget course et on va s'intéresser au prix par portion. En fait, très souvent, quand on s'intéresse à réduire notre budget alimentaire, on va comparer les prix au kilo, on va comparer les prix des aliments entre eux, ce qui est totalement pertinent aussi, mais je trouve ça bien de s'intéresser au prix par portion, tout simplement parce que même avec un petit budget, presque tous les aliments sont intégrables, mais pas forcément dans n'importe quelle quantité. Et si vous regardez généralement mes retours de courses, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de variétés de fruits et légumes, il y a pas mal de variétés de produits. Il y a des produits aussi de luxe qui coûtent un peu cher, qu'on n'imaginerait pas tant que ça dans un petit budget. Mais en fait, c'est tout simplement parce que les plus grosses quantités dans mon alimentation, ça va surtout être les fruits et légumes. Par exemple, je vais prendre ceux qui coûtent moins cher actuellement, généralement parce qu'ils sont de saison, mais parfois il y en a qui sont en promo. Je vais plutôt me diriger vers ça pour composer une plus grosse partie de mon assiette. Et s'il y en a qui coûtent plus cher actuellement, je vais pas m'en priver, mais je vais en manger un petit peu moins. Je vais pas forcément baser mon assiette dessus. J'aurai quand même le plaisir d'en profiter, mais ça n'explosera pas mon budget. C'est pareil pour les simili carnés, par exemple, j'en ai toujours dans mon congélateur et il y en a assez régulièrement dans mon alimentation. Et donc ça peut donner l'impression que mes assiettes coûtent quand même un peu plus cher. Pour ceux qui ne connaissent pas, les simili carnés, ce sont des alternatives à la viande. Ce sont des produits qui coûtent quand même généralement plus cher que de manger des protéines végétales brutes. Mais en fait, par exemple, avec les simili carnés que je vais payer, si je prends par exemple des aiguillettes végétales, ça va coûter 20 € le kilo. Je vais pas les doser pareil dans mon assiette que du sétan maison qui me revient à 4 € le kilo. Avec du sétan maison, je vais facilement pouvoir mettre 150 grammes, 170 grammes dans mon assiette pour faire des assiettes très protéinées, pour vraiment avoir quelque chose de très intéressant. Ça n'explosera pas mon budget. Avec des aiguillettes végétales, je vais plutôt en mettre 75 grammes. Ça s'intègre dans mon budget de toute manière. 75 grammes, ça me reviendra à peu près à 1,50 €, ça s'intègre. J'ai un budget de 140 € par mois pour l'alimentation. Ça fait à peu près entre 4,50 € et 5 € par jour, quelque chose comme 4,70 € il me semble. 1,50 € ça peut s'intégrer, c'est juste que si je le fais à chacun de mes repas, ça laisse beaucoup moins de place pour le reste. Et donc le fait d'intégrer des aliments très économiques qui ont un prix au kilo qui est très bas, ça me permet justement de laisser plus de place pour des choses qui coûtent plus cher. Par exemple, le sétan et le tofu, ça va me coûter dans les 4-5 € le kilo, c'est à peu près 5 fois moins cher que des simili carnés. Lorsque je fais une assiette avec du sétan ou du tofu, si j'ai pas mis des légumes très chers ou ce genre de choses, généralement je vais avoir une assiette qui est très économique, ça laisse plus de place pour un autre repas qui dans ce cas-là coûtera plus cher avec des simili carnés. En fait, c'est comme ça que ça s'équilibre, c'est vraiment le coût par portion qui va vraiment jouer.
Et actuellement je mange pour 140 € par mois parce que c'est le budget qui me convient, mais si je voulais je pourrais réduire largement plus, comme je le fais lorsque je vous propose des défis petit budget. Généralement j'arrive à manger pour bien en dessous de ce que je mange habituellement en termes de prix, mais simplement je diminue la part de petit luxe en fait. Et je vais plutôt baser mes assiettes sur le seitan, le tofu, les légumineuses qui coûtent très peu cher, que normalement j'utilise à la fois parce qu'ils sont vraiment délicieux et que j'adore vraiment ça, mais ça me permet de baisser ma moyenne en fait. Et lorsque je dois vraiment réduire le budget pour une raison ou pour une autre, ou même lors de défis personnels qui n'avaient rien à voir avec YouTube, dès qu'on achetait un appartement, qu'on avait besoin d'augmenter notre rapport, etc., dans ces moments-là, on allait se diriger vraiment sur les aliments économiques et dépenser le moins d'argent possible. Le 7e point, c'est que nous profitons des avantages en nature que nous avons pour économiser. Avec nos métiers cumulés, on a à peu près 200 € par mois d'avantages en nature, ce qui est énorme. Et en fait, on se sert de ces 200 € par mois pour nous permettre d'économiser 2400 € à l'année. Ça veut dire que entre les avantages en nourriture que l'on va avoir, les avantages avec le comité d'entreprise de Didier qui vont permettre d'avoir des activités qui sont gratuites ou à prix largement réduit, on va vraiment essayer d'optimiser tout ça pour diminuer ce que l'on paye de notre poche. Par exemple, quand je vous dis qu'on mange pour 280 € par mois à deux, en réalité, il y a moins de 200 € qui sont sortis de notre poche. Je ne compte pas les avantages en nature comme gratuits, je vais compter ce qu'ils valent quand même, parce que ce sont des choses où si on n'avait pas ces avantages en nature, on devrait le payer de notre poche. Donc je le compte comme si on le payait, en tout cas quand je vous le présente, parce que ça me paraîtrait pas normal de vous dire je mange pour tant, si derrière j'ai la moitié des trucs qui sont gratuits, forcément ce serait pas cohérent. Mais par contre, en fait, on s'en sert vraiment pour faire des économies. Quand j'ai une collaboration avec une marque qui m'envoie un bon d'achat à utiliser sur sa boutique, j'utilise ce bon d'achat comme si c'était mon propre argent, parce que si je prends des trucs que j'aurais pas forcément pris avec mon budget normal, je vais devoir les payer de ma poche ensuite en faisant les courses. Donc en fait, je compare les prix au kilo, je regarde si c'est intéressant à chaque fois, et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Après, c'est pareil, quand je vous parlais de l'abonnement de transport en commun de Didier, il y a des points sur lesquels il peut nous permettre d'économiser. Par exemple, dans son abonnement, ça lui permet d'aller à Aix-en-Provence gratuitement, et il s'avère que ma mère travaille plusieurs jours par semaine à Aix-en-Provence, et donc quand on va chez mes parents, de temps en temps, on arrive à faire coïncider le fait d'aller chez mes parents avec un jour où ma mère travaille, et dans ce cas-là, on se rend tous les deux à Aix-en-Provence. Pour Didier, c'est inclus dans son abonnement, moi ça me coûte 5,50 €, et ensuite ma mère nous récupère, et elle est très contente de nous récupérer, elle ne nous fait rien payer pour le covoiturage, puisque dans tous les cas, elle ferait le trajet. Après, même si c'était pas ma mère et que c'était quelqu'un à qui on payait ce covoiturage, ça resterait moins cher en fait que ce que nous coûte le bus pour aller directement chez mes parents, puisque là Didier n'a pas de réduction sur ça, et que dans ce cas-là, ça nous coûte 21 € pour nous deux. Donc en fait, ça veut dire que simplement le fait de s'organiser, de retrouver ma mère à Aix-en-Provence, ça nous permet d'économiser 15 €. Ces 15 € économisés, ils compensent déjà 75% de ce que Didier paye pour son abonnement mensuel au transport en commun. Donc en fait, c'est vraiment des petites choses comme ça. 15 € ça peut paraître comme pas grand-chose, mais en fait, ça nous fait une bonne économie, et ça, on n'arrive pas à le faire tout le temps, parce que des fois, on n'arrive pas à se coïncider sur le bon jour où ma mère travaille, etc. Ou des fois elle est en vacances, et en tout cas pour le retour on ne peut pas se synchroniser avec ma mère au niveau des horaires de travail de Didier, mais en fait on sent la différence de prix quand on paye 21 € par rapport à quand on paye 5,50 €. Le 8e point, c'est de ne pas forcément trop augmenter son niveau de vie en fonction des avantages en nature que l'on a. Je pense par exemple au ticket restaurant. Parfois, quand on travaille dans une entreprise qui nous propose cet avantage en nature, qui ne sont pas gratuits, on en paye une partie quand même, mais souvent ça peut nous habituer à manger très souvent à l'extérieur, et en soi c'est pas tant problématique que ça tant qu'on travaille dans l'entreprise, mais c'est surtout qu'après ça peut nous habituer à avoir le réflexe de manger à l'extérieur très facilement, même si on n'est plus dans une entreprise qui propose des tickets restaurants, ou si par exemple on est devenu indépendant ou ce genre de choses. Des fois les réflexes en fait qu'on met en place peuvent rester, et si on s'est habitué à ne pas se cuisiner de lunchbox pour le midi par exemple, ça peut être assez difficile de revenir en arrière si à un moment on a besoin de le faire. Je pense également aux véhicules de fonction. Parfois par exemple, supposons que vous soyez un couple qui n'a pas de voiture ou qui a une seule voiture, et que l'un des deux obtienne une voiture de fonction avec son travail, ça peut habituer le couple à avoir deux véhicules. Ça peut par exemple faire qu'au moment où on change de logement, on se dirige vers un logement qui par exemple est mieux, mais nous coûte le même prix, mais qui soit plus excentré, en se disant dans tous les cas c'est pas grave, on a deux voitures. Et si à un moment cet avantage s'arrête parce que la personne change de travail, ou parce que cet avantage s'arrête tout simplement, ça peut du coup faire qu'on est tombé dans une situation où on s'est habitué à avoir deux voitures, et où on se retrouve du coup à acheter une deuxième voiture pour le couple, alors que de base on faisait très bien avec une seule. Et ce qui au début aurait pu être une économie amenée par cet avantage en nature peut se transformer en contrainte qui nous oblige à dépenser plus d'argent. En fait, les avantages en nature, ils peuvent vraiment agir sur deux points. Soit ça nous permet d'augmenter notre niveau de vie, soit ça nous permet d'économiser. Et on peut bien
bien sûr trouver l'équilibre entre les deux. On n'est pas obligé de toujours chercher à économiser le plus possible, mais il faut juste en avoir conscience et réfléchir aussi à ce qu'on fait si ces avantages en nature s'arrêtent. Le 9e point va concerner les pièges à éviter sur le budget téléphonie. C'est pareil, c'est un poste de dépense sur lequel il peut y avoir d'énormes variations selon les budgets des gens. Dans les budgets que je reçois, parfois ça peut être un poste qui va représenter 100 € par mois pour les gens entre la box internet et le forfait téléphonique. En fait, selon l'opérateur que l'on a, ça peut vraiment coûter très cher. Et il y a des gens qui vont être à l'inverse sur un budget minimum en utilisant seulement un abonnement téléphonique à 5 € par mois par exemple, en ne payant pas de box internet, mais en utilisant les données du portable en partage de connexion, même si généralement c'est pas forcément une quantité énorme, qui vont compléter avec le wifi des lieux publics s'ils y ont accès, etc. En fait, il y a plusieurs manières de faire qui peuvent faire une grosse différence dans le budget. On peut vraiment passer de 5 € par mois à 100 € par mois. Dans notre cas, on n'est pas sur un extrême ou un autre, on a une box internet, tout simplement parce que l'un comme l'autre, on en a vraiment besoin pour travailler, mais elle nous coûte 30 € par mois, ce qui nous revient à 15 € chacun. Et en abonnement de portable, on paye 11,99 € chacun. On a trouvé des abonnements qui nous convenaient bien, qui captaient bien aussi, parce que ça c'est important. Selon là où l'on habite, tous les forfaits ne passent pas forcément très bien, etc. Donc c'est bien de trouver ce qui peut nous convenir. Ça représente donc 27 € par mois dans mon budget. Et en fait, si je regarde par rapport à mes dépenses annuelles, ce que je dépense pour la téléphonie et internet, ça représente 3% de mes dépenses, ce qui est quand même assez peu. Si par exemple sur ces points-là, j'avais décidé de prendre une box plus chère, que je dépensais pour un forfait bien plus cher, etc., et que j'en avais pour 100 € par mois par exemple, ça représenterait 11% de la part que j'accorde à mes dépenses, ce qui fait une énorme différence en fait. Encore une fois, sur ce point-là, ça paraît pas si énorme que ça de dépenser 70 € de plus par mois, mais en fait quand ça s'accumule à d'autres points, c'est vraiment ça qui va faire la différence de notre taux de dépense en fin de mois et donc du coup de ce que l'on peut épargner, et c'est ces petits pourcents que l'on peut gagner un petit peu partout qui vont parfois faire plus de différence que si l'on attend de trouver l'opportunité qui nous fera épargner 30% de plus ou qui nous fera dépenser 40% de moins. Souvent c'est plus facile d'agir un petit peu sur plein de petits points que de trouver un gros point sur lequel agir. Le 10e point, c'est de ne pas faire de shopping tous les mois. En fait, quand on va acheter des vêtements, très souvent, on a tendance à acheter une ou deux pièces en plus de ce qu'on avait prévu, ce qui fait pas forcément une énorme différence sur le budget. En tout cas, si on fait pas très souvent du shopping dans l'année. Mais si on fait du shopping tous les mois et que chaque mois on a tendance à prendre à chaque fois une ou deux petites choses en plus, ça peut vraiment représenter une différence massive en fin d'année. Si jamais vous avez un peu une addiction au shopping, que vous avez déjà des placards très remplis, vous pouvez vraiment tenter de faire un défi d'une certaine durée, peu importe la durée, sans acheter de vêtements. J'avais fait le test par exemple pendant un an de pas acheter de vêtements neufs, et j'avais acheté juste quelques pièces d'occasion mais vraiment pas beaucoup, et ça avait été intéressant de voir l'économie que ça représentait pour moi. Il y a aussi le fait que si par exemple vous faites ce défi mais que vous voulez pas être dans un défi zéro consommation non plus, vous pouvez très bien revendre certains vêtements que vous ne portez plus, utiliser l'argent que vous récupérez pour acheter d'autres vêtements d'occasion aussi, et essayer de renouveler un petit peu votre garde-robe pour garder ce petit plaisir, parce que souvent quand on adore avoir des vêtements, c'est vrai qu'on aime bien la nouveauté, tester de nouvelles choses, etc. Mais sans forcément exploser votre budget. Quelque chose que je trouve intéressant à considérer, c'est que par exemple aujourd'hui j'ai 28 ans, ça fait donc 10 ans que je suis adulte. Supposons que sur ces 10 dernières années, chaque mois j'ai acheté pour à peu près 40 € de vêtements en plus de ce dont j'avais besoin. Ça aurait représenté sur 10 ans 4800 € de vêtements que j'aurais dans mes placards, qui n'en vaudraient plus qu'une infime partie, parce que les vêtements, à part certaines pièces parfois de luxe mais qu'on ne porte pas, qu'on n'abîme pas, etc., ça a tendance à perdre beaucoup de valeur avec le temps, enfin instantanément en fait. Dès qu'on achète le vêtement, une fois qu'il n'est plus neuf mais qu'il est d'occasion, il a perdu de la valeur. Alors qu'en parallèle, si c'est 40 € par mois, on les place pendant 10 ans sur un support qui rapporte 6% net, ça permet en 10 ans de générer plus de 1500 € d'intérêt et donc de passer à plus de 6300 € de capital sur un point où ça aurait juste pu valoir pour même pas 1000 € de vêtements. C'est là où on voit l'énorme différence que peut faire le fait de ne pas trop consommer. Parfois je vais recevoir des commentaires qui me parlent du fait que des fois on peut avoir tendance à être trop prudent avec son argent, à l'investir sur des supports qui sont pas forcément hyper risqués, mais déjà le meilleur mouvement que vous puissiez faire avec votre argent avant de chercher à le mettre sur des supports hyper rentables, c'est déjà de moins le dépenser et de pas forcément le dépenser pour des choses qui ne vous apportent pas réellement quelque chose, parce que lorsqu'on va placer son argent, on va réussir peut-être à trouver des supports qui sont intéressants, qui peuvent ramener 6, 8, 10%, parfois plus, mais en fait quand on dépense son argent pour quelque chose dont on n'avait pas vraiment besoin et qu'un mois après on se rappelle même plus avoir dépensé cette somme-là, là c'est pas qu'on a un mauvais rendement, c'est simplement qu'on a perdu 100% de cette somme
plus les potentiels intérêts qu'elle aurait pu générer. Alors bien sûr, faut pas penser comme ça pour absolument tout. On a le droit de se faire plaisir, on a le droit d'aller au restaurant, on a le droit d'avoir des loisirs, on a le droit de profiter de la vie. Le but, c'est pas d'être dans le tout ou rien, mais parfois le fait de moins dépenser, de moins consommer, d'épargner plus d'argent, ça va petit à petit, avec une accumulation de petites choses, représenter des sommes auxquelles on ne pensait même pas, et ça peut vraiment nous aider pour plein de choses. Par exemple, 40 € par mois pendant 10 ans placés à 6%, qui nous donne à peu près 6 300 €, bah, ça peut représenter une somme qui fait une différence, que ce soit pour compléter un apport, pour acheter un appartement, pour payer ses frais de notaire, pour s'acheter une voiture, pour, je sais pas, pour financer un voyage dont on rêvait depuis très longtemps. C'est vraiment une somme qui fait la différence, ce n'est pas anecdotique. Alors que parfois les 40 € en plus qu'on achète pour des choses qui ne nous durent pas forcément dans le temps, qui nous apportent pas non plus un plaisir immense, on s'en rappelle pas forcément, c'est pas forcément significatif pour nous sur le long terme. Et donc en conclusion, c'est vraiment par une multitude d'actions sur plein de niveaux que j'arrive à réduire mon budget. Il n'y a pas forcément un truc essentiel sur lequel j'agis qui fait tout basculer, même s'il y a des choses dans mon mode de vie qui font que je dépense très peu, comme par exemple le fait de ne pas avoir de voiture, le fait de consommer peu en électricité, etc. Mais c'est vraiment l'accumulation de tous ces points qui va vraiment faire la différence, en sachant que dans mes objectifs, il y a vraiment le fait de profiter de la vie. Si vraiment cette vidéo vous a donné l'impression que je dépensais rien du tout, que je profitais de rien du tout, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs, parce que souvent je vous montre plein de choses que je fais dans mon quotidien qui nécessitent parfois de l'argent, parfois ne nécessitent pas d'argent, et qui font en fait que je profite de la vie, mais qu'à côté de ça j'utilise mon argent pour l'investir, qu'à côté de ça ça me permet de pratiquer mon métier de la manière qui me convient, que ça me permet de choisir les projets dans lesquels je travaille. En fait ça me donne énormément de liberté de savoir que si je veux, je peux ne gagner que 900 € net par mois et m'en sortir quand même si c'est pas le cas, je gagne plus que ça, et donc cet argent en plus il est épargné et investi pour mes projets. Mais en fait c'est rassurant, je trouve, de pouvoir mener ma vie de cette manière là. Bien sûr ce montant il est totalement personnel et il correspond à la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans j'aurai des dépenses totalement différentes. Bon, de toute façon il y aura eu de l'inflation probablement, donc c'est très certain, mais en fait c'est pas forcément pertinent de comparer les montants que l'on dépense, parce qu'on a des vies différentes, on a des besoins différents. Enfin moi j'ai pas d'enfants par exemple, évidemment que si vous avez des enfants vous aurez des dépenses très différentes des miennes, que parfois vous habitez à des endroits où vous êtes obligé d'avoir une voiture, etc. Vraiment le but c'est pas de se comparer, c'est juste de voir si on peut piocher dans ce que font les autres et de trouver l'équilibre qui nous convient. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à partager en commentaire avec tout le monde les choses que vous faites qui vous permettent vraiment de faire une grosse différence sur votre budget. C'est toujours intéressant de voir comment font les uns et les autres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Je sors une vidéo à peu près tous les 5 jours et je vais traiter de différents sujets, que ce soit des défis petit budget avec l'alimentation, parler de la consommation du quotidien, des idées de recettes aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me soutient beaucoup aussi. Et on peut aussi se retrouver sur Instagram, je poste des stories quotidiennement. J'ai également un podcast qui est également au nom de Mûres et Noisettes. Et c'est tout pour moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!